Il est un peu plus de 16 heures en cet après-midi d'automne où la lumière semble déjà se retirer du monde. Le ciel, d'un gris mélancolique, glisse lentement vers la pénombre, comme si la nature elle-même pressentait qu'un chapitre de l'histoire du cinéma et de la chanson française s'apprêtait à se fermer. Dans une loge modeste aménagée en coulisses du tournage, Yves Montand s'assoit avec une prudence inhabituelle, comme si chaque geste lui rappelait qu'il n'est plus tout à fait maître de son souffle ni de ses forces. Autour de lui, le silence impose sa présence. Le parfum du maquillage froid flotte encore dans l'air, mêlé à l'odeur des costumes fraîchement repassés. Sur la coiffeuse, un miroir, encerclé d'ampoules halogènes, renvoie une lumière blanche, presque crue, qui souligne les traits tirés de l'artiste. À 70 ans passés, celui qui fut l'une des incarnations les plus éclatantes de la scène française semble soudain rattrapé par son âge. Ses mains, jadis si fermes lorsqu'elles accompagnaient son jeu de scène, tremblent à peine, mais suffisamment pour trahir une fatigue devenue impossible à ignorer. Sur la table, une photographie au bord usé repose à côté d'une lettre soigneusement pliée. Une lettre jamais envoyée, montant la touche du bout des doigts, comme s'il hésitait à rouvrir un passé qu'il avait passé sa vie à tenir à distance. La photographie montre un visage familier capturé dans une époque où tout semblait encore possible. Il la contemple longuement, puis un murmure traverse ses lèvres, un nom, un seul. Un mot trop chargé de souvenirs pour être prononcé à voix haute. C'est un regret qu'il avait enfoui au fil des décennies, et qui aujourd'hui, face à la fragilité de son propre corps, revient le hanter avec la brutalité d'un fantôme. Les dernières heures d'Yves Montand n'ont rien du faste qui avait accompagné une vie entière passée sous les projecteurs. Elles sont faites de lueurs vacillantes, de respirations plus courtes, d'un silence presque religieux que seuls quelques bruissements de couloirs viennent troubler. Ce n'est plus l'homme public qui occupe cette loge, mais l'homme privé, celui que personne ne connaissait vraiment, celui qui avait appris à dissimuler ses failles derrière une voix assurée, un sourire charmeur, un charisme que l'on croyait inébranlable. Car Montand n'a jamais été seulement un artiste, il a été un symbole, celui de l'élégance populaire, de l'immigrant devenu star, de l'homme engagé, de l'amant passionné, du comédien magnétique. Mais dans cette loge, l'icône s'efface. Ne reste qu'un homme qui semble revivre, dans un silence méditatif, les tourments, les choix, les occasions manquées et les blessures jamais cicatrisées qui ont jalonné son parcours. Au fil des minutes, son regard se perd dans le miroir comme s'il y cherchait une réponse ou peut-être un pardon. Les techniciens, habitués à son énergie légendaire, remarquent sa lenteur, son absence passagère, mais ne disent là rien. Ils le respectent de trop pour interroger cette fragilité inhabituelle. Montand inspire profondément, ferme les yeux, puis laisse échapper un souffle court, comme un homme qui comprend que son corps commence à lui échapper. Son secret, ce secret que personne n'aurait imaginé, flotte dans la pièce, suspendu entre les murs comme une vérité trop lourde à porter. Montand l'a gardé toute sa vie, peut-être par peur, peut-être par pudeur, peut-être simplement parce qu'il n'avait jamais trouvé le moment de l'avouer. C'est un secret qui ne sera révélé qu'après sa mort. Un secret qui bouleversera ceux qui pensaient connaître l'homme derrière la légende. Avant de comprendre cette vérité enfouie, il faut accepter d'entrer dans cette pièce calme, de ressentir la gravité de cet instant et d'écouter ce que son regard fatigué aurait voulu raconter. Car c'est ici, dans ce silence chargé de souvenirs, que commence la véritable histoire. Celle d'un homme qui, au seuil de sa vie, voit ressurgir ce qu'il avait passé des décennies à vouloir oublier. Et avant de poursuivre ce récit où la fragilité humaine rencontre la grandeur des étoiles, une invitation s'impose. Suivez cette histoire, car certaines vérités n'apparaissent que lorsque la lumière commence à s'éteindre. À cet instant où l'homme mûr, assis dans sa loge, sans le poids de sa vie remonter à la surface, il est impossible de comprendre ce secret qui l'habite sans revenir au tout début de son histoire. Avant Yves Montand, avant la star internationale, avant la voix grave qui a fait vibrer la France entière, il y avait un enfant frêle, Yves Olivi, un nom modeste, presque fragile, né en 1921 dans une Italie où l'insécurité et la pauvreté tenaient lieu de paysages quotidiens. En Toscane, la maison familiale semble déjà porter les traces d'un pays en mutation. Les volets usés filtrent du mal la lumière du matin et le froid s'installe dans les murs comme un hôte permanent. L'enfant grandit au rythme des disputes politiques, des cris d'adultes qui parlent d'un avenir sombre et de la montée progressive du fascisme. Les rues se remplissent du bruit mécanique des bottes noires, un grondement qui fait trembler les pierres. Ivo ne comprend pas encore ces mots. Dictature, violence, propagande, mais il ressent déjà la peur qu'il transporte. Sa mère, une femme au regard doux mais fatigué, tente de préserver l'enfance de son fils. Chaque soir, elle lui caresse les cheveux comme pour éloigner de lui la dureté du monde extérieur. Elle lui murmure que l'espoir doit rester vivant même lorsque tout semble le contredire. Mais l'espoir, lui aussi,
apparaît parfois fragile, presque épuisé. Lorsque la famille prend la décision douloureuse de fuir l'Italie pour rejoindre Marseille, Ivo n'a que 3 ans. Ce départ précipité laissera en lui sa première cicatrice invisible, celle de l'exil. Le voyage en bateau, long et incertain, le sépare brutalement de son premier monde. L'enfant regarde les vagues sans comprendre que cette traversée scelle le début d'une vie de déracinement, d'adaptation forcée et de quête identitaire. À Marseille, les premières années sont rudes. Le port, bruyant et grouillant, devient le premier décor de sa vie française. Ici, les langues se mêlent, les accents se heurtent, les communautés s'observent. Les enfants du quartier ne sont pas tendres avec cet étranger venu d'Italie. On lui rappelle sans cesse son accent, sa pauvreté, sa différence. C'est dans ces rues qu'il apprend que le monde peut être hostile, même aux plus jeunes. La famille survit comme elle peut. Le père enchaîne les travaux précaires, la mère lutte pour garder la maison debout. Et Ivo, trop jeune pour comprendre les responsabilités des adultes, mais trop lucide pour les ignorer, absorbe malgré lui la dure réalité du déclassement. Il découvre la honte du manque, l'humiliation de la faim, le froid des hivers que l'on traverse sans chauffage. Ces privations forgent chez lui une sensibilité presque douloureuse, une manière particulière de ressentir l'injustice, la solitude, l'abandon. Dans ces années de misère, une chose pourtant s'allume en lui, la voix. Une voix que personne n'a encore remarquée, mais qui semble naître comme un réflexe de survie. Il chante pour s'étourdir, pour oublier, pour rêver. C'est dans un coin de la petite maison marseillaise que le futur montant apprend inconsciemment à transformer la douleur en mélodie. À l'école, Ivo s'intègre difficilement. Il est intelligent, mais réservé. Il observe plus qu'il ne parle. Il regarde les autres enfants courir avec une aisance qui lui envie. Lui, l'exilé, n'a jamais l'impression d'être tout à fait à sa place. Cette sensation ne le quittera jamais totalement. Elle deviendra plus tard un moteur puissant, une source d'inspiration, mais aussi un poids qu'il portera discrètement toute sa vie. En grandissant, il découvre Marseille autrement. Les marchés, les cafés populaires, l'odeur des épices, les discussions animées. La ville devient peu à peu un terrain de jeu puis un refuge. Mais le sentiment d'errance demeure. Il n'appartient pas complètement à l'Italie, plus vraiment à la France. Il est l'un de ces enfants façonnés par le déplacement, l'insécurité et la lutte quotidienne. Cette enfance, trempée de pluie, d'efforts et d'illusions brisées, donnera naissance à cette sensibilité particulière qui marquera l'artiste qu'il deviendra. Car derrière chaque chanson qu'il interprétera plus tard, derrière chaque rôle intense qu'il incarnera, on retrouvera toujours un écho. Celui du petit garçon qui regardait la mer en cherchant un ailleurs où tout serait enfin plus doux. Ce que Montand ignore encore, c'est que cette douleur originelle, celle de l'exil, du manque et de la différence, deviendra un jour la clé d'un secret qu'il gardera jusqu'à sa dernière heure. Une empreinte si profonde qu'elle finira par se rappeler à lui, la même où il pensait l'avoir enterrée. Quand l'adolescence arrive, le jeune Ivo Livy semble animé d'un souffle nouveau. À Marseille, puis à Paris, il découvre le pouvoir de la scène et des mots. Très tôt, il comprend que la voix peut être une arme, une manière d'exister, de conquérir un espace dans un monde qui jusque-là ne lui en avait offert aucun. Il se fait d'abord remarquer dans les petits cabarets du Vieux-Port, où il chante avec un accent qui trahit encore ses origines italiennes, mais qui charme par sa sincérité. Puis, porté par un instinct rare et une ambition presque farouche, il s'envole pour la capitale. À Paris, la métamorphose s'accomplit. Ivo devient Yves Montand. Le nom claque comme une promesse nouvelle, un symbole de renaissance. L'homme qui se tenait jadis dans la poussière des docks marseillais prend désormais place sous les projecteurs. Sa voix grave, chaude, enveloppante, capte immédiatement l'attention. Dans les cabarets enfumés, les spectateurs retiennent leur souffle. Ce jeune chanteur, au regard à la fois fier et vulnérable, possède une présence scénique rare, presque cinématographique. Son corps entier parle, chaque geste a du sens, chaque mot semble venir de très loin. Mais derrière ce magnétisme, il y a encore la peur. La peur du vide, la peur du rejet, la peur de redevenir ce petit garçon étranger à qui tout semblait refusé. Alors, Montand chante pour survivre. Il chante pour combler les silences de son enfance, pour étouffer les souvenirs de pauvreté et d'exil. Quand je montais sur scène, dira-t-il plus tard, je sentais que le monde m'écoutait enfin. Les années 1940 et 1950 marquent son irrésistible ascension. De Montmartre à l'Olympia, son nom s'impose. Le cinéma a fini par le réclamer, son naturel, son intensité et cette façon d'occuper l'écran séduisent immédiatement les réalisateurs. L'ancien docker, devenu comédien, incarne une France populaire et digne, celle qui se relève des guerres et qui veut encore croire à la beauté. Son succès est immense, mais l'homme derrière l'icône reste habité par une tension intérieure. L'impossibilité de se sentir totalement à sa place, même au sommet. Puis,
il y a Simone Signoret. Leur rencontre marque un tournant. Elle, actrice déjà consacrée, voit en lui plus qu'un charmeur. Elle perçoit les failles, la solitude, la profondeur d'un homme qui se débat avec son passé. Entre eux naît une passion faite d'admiration et de tempêtes, de rires et de silences. Ils s'aiment follement, se soutiennent dans leurs combats, mais s'opposent parfois dans leur vision du monde. Elle, plus cérébrale, plus politique. Lui, instinctif, viscéral, brûlant. Ensemble, ils forment un couple mythique, l'image même du talent et de l'engagement artistique. Pourtant, même dans les bras de Simone, Montand n'échappe pas à ses ombres. Le succès lui apporte la reconnaissance mais pas la paix. Le public le voit solaire, sûr de lui, élégant. Mais quand les lumières s'éteignent, le silence devient pesant. Il se surprend souvent à fixer le plafond de sa chambre, incapable de trouver le sommeil, hanté par ce sentiment diffus d'incomplétude. Derrière chaque triomphe, il y a une fatigue qu'il ne dit pas. Derrière chaque sourire public, une solitude qu'il ne partage avec personne. Les années de gloire sont aussi celles de la pression. Les tournées épuisantes, les attentes du public, les journalistes qui scrutent chaque détail, tout cela crée une tension constante. Montand veut être à la hauteur de l'image qu'on a de lui. Il plaisante, il charme, il fascine. Mais à l'intérieur, un fil se tend. Un soir, après un concert triomphal, il reste seul dans sa loge, la tête entre les mains. Il pense à l'enfant qu'il était, à la Toscane, à Marseille, à ces années où il rêvait simplement de manger à sa faim. Et il comprend que même la gloire la plus éclatante ne guérit pas les blessures de l'enfance. La France, elle, l'adore. Il devient une figure nationale, l'incarnation d'une réussite que tout le monde s'approprie. Les journaux célèbrent l'Italien devenu français, l'enfant du peuple devenu star. Mais plus il monte, plus la chute lui semble possible, presque inévitable. Il ne cesse de travailler, de jouer, de chanter. Comme si chaque spectacle, chaque film pouvait repousser la peur du vide. Au fond, Montand comprend une vérité que peu d'artistes osent admettre. Le succès ne guérit pas de soi-même. La lumière des projecteurs ne chasse pas les ombres intérieures. Elle les éclaire, les rend plus visibles, plus précises, plus cruelles. C'est cette dualité entre l'homme public et l'homme intime qui fera de lui un personnage à part, admiré et profondément humain. Mais cette tension, ce déséquilibre permanent, finira par l'user. Et derrière la silhouette droite et la voix assurée que la France idolâtre, une fissure commence à se creuser lentement. Une fissure que la mort de Simone viendra transformer en gouffre. Les années passent et, derrière la silhouette charismatique qu'admire la France, quelque chose s'effrite lentement. Les cheveux grisonnent, les traits se creusent, mais c'est surtout le regard qui change. Moins ardent, plus intérieur, comme s'il contemplait déjà un monde qu'il sent s'éloigner. Yves Montand, l'artiste adulé, celui que la presse appelle le seigneur de la scène, commence à se sentir étranger à lui-même. La mort de Simone Signoret, en 1985, marque le point de bascule. Elle était sa compagne, sa confidente, sa boussole. Ensemble, ils avaient affronté la célébrité, la politique, les crises, les années de doute et d'amour tumultueux. Sa disparition le laisse sans encre, sans repère. Dans leur maison de Lyon, la pièce qu'elle aimait est restée telle qu'elle, un livre ouvert, un châle sur le fauteuil, une tasse oubliée sur la table basse. Montand ne touche à rien. Il traverse les couloirs comme un fantôme. Ceux qui lui rendent visite à cette période témoignent d'un silence presque sacré, d'un homme qui vit parmi les souvenirs. « Simone, c'était mon équilibre », confiera-t-il un jour. Sans elle, le monde a perdu sa cohérence. À partir de ce moment, quelque chose se brise pour de bon. Le corps commence à parler, à sa manière. Les douleurs apparaissent, d'abord diffuses, une fatigue chronique, des essoufflements, des vertiges. Les médecins lui conseillent de se ménager, de ralentir les tournages, de privilégier le repos. Mais Montand, fidèle à sa légende, n'écoute pas. « Tant que je bouge, je vis », répète-t-il. Le cinéma devient son dernier refuge, une façon de tromper le vide. Chaque nouveau rôle est une bataille contre le temps, contre la peur d'être oublié. Il tourne, il chante encore, il accepte des projets ambitieux. Sur les plateaux, il reste professionnel, précis, exigeant. Mais ceux qui travaillent à ses côtés remarquent sa lenteur, sa respiration courte, cette main qui tremble parfois lorsqu'il signe un autographe. Ses proches s'inquiètent. Il les rassure d'un sourire, puis, une fois seul, se laisse aller à des silences lourds. Le soir, dans sa cuisine, il regarde souvent la tasse qu'il a posée sur la table, le café refroidi, comme sa vie. Alors, dans un murmure que personne n'entend, il parle à Simone. « Si tu étais encore là, tu saurais quoi faire », dit-il parfois. Ces mots, répétés dans la solitude, témoignent d'un amour qui ne meurt pas, mais aussi d'un désarroi que la célébrité ne peut plus masquer. La presse, toujours curieuse, continue de suivre ses apparitions publiques. On le photographie aux avant-premières, souriant, élégant, courtois. Mais le public ne voit pas ce qu'il devient une fois rentré chez lui. Un homme vieillissant qui lutte pour rester debout dans un monde qu'il ne reconnaît plus.
Dans les interviews, il se montre toujours brillant, mais plus réfléchi, presque mélancolique. Il parle de politique, de la jeunesse, de ses films, mais évite soigneusement le sujet du vieillissement. Il ne supporte pas l'idée d'être considéré comme un homme du passé. La vieillesse que pour lui est une trahison du corps, une humiliation que seule la scène peut encore faire oublier. Son orgueil, cette flamme qu'il a portée toute sa vie, devient son moteur mais aussi sa prison. Montand refuse de céder. Quand ses proches lui demandent de lever le pied, il répond avec un mélange d'ironie et de défi « Vous croyez que c'est le moment de s'arrêter ? La vie ne prévient pas, elle s'arrête toute seule. » Ce refus du repos, cette obstination, rappelle l'enfant qu'il a été, celui qui ne voulait jamais se sentir diminué. Il ne comprend pas que son corps, désormais, ne suit plus. Il multiplie les tournages, participe à des causes, soutient de jeunes artistes. Derrière cette activité effrénée, il cache une peur viscérale, celle de disparaître, de ne plus exister dans le regard des autres. Pourtant, autour de lui, les signaux deviennent plus clairs. Les collaborateurs remarquent que Montand s'assoit plus souvent, qu'il s'essouffle en montant quelques marches, qu'il ferme parfois les yeux trop longtemps entre deux prises. Il s'en moque. « Je tiendrai », dit-il. Et il tient par fierté, par fidélité à l'image qu'il a bâtie, par amour du métier. Les années silencieuses s'étirent, rythmées par des consultations médicales discrètes, des crises passagères, des périodes d'isolement. Il évite les confidences, redoute la pitié. Dans le fond, il sait. Il sent que la fin se rapproche. Mais il refuse d'y penser. Tant qu'il reste sur un plateau entouré de caméras, il se persuade que la vie continue. C'est dans ce paradoxe, entre la lucidité du corps et l'orgueil de l'esprit, que réside toute la tragédie de ces dernières années. Un homme qui a conquis le monde mais qui ne sait plus comment se sauver lui-même. Un artiste dont la voix a fait rêver des générations mais qui n'a jamais pu apaiser sa propre solitude. Montand vieillit en silence, avec élégance, avec obstination. Et derrière chaque sourire public, il y a désormais une certitude qu'il garde pour lui. Le temps a commencé à gagner. L'automne 1991 s'installe sur la France avec sa lumière pâle et ses vents discrets. Pour Yves Montand, c'est une saison de fatigue mais aussi d'obstination. Malgré les recommandations des médecins, malgré l'inquiétude de ses proches, il refuse de ralentir. Il tourne encore, inlassablement, comme si le cinéma était la seule chose capable de le maintenir en vie. Son dernier film, IP5, L'île aux pachydermes, devient son ultime défi, presque un adieu déguisé en travail. Sur le plateau, Montand est à la fois maître et ombre de lui-même. Il plaisante avec l'équipe, s'efforce de garder le ton juste, mais son souffle se fait court. Certains remarquent qu'il monte les marches plus lentement, qu'il s'interrompt parfois en plein dialogue pour reprendre de l'air. Ses gestes, autrefois amples et précis, se font plus mesurés, presque fragiles. Pourtant, personne n'ose lui dire d'arrêter. Il incarne encore cette force tranquille, ce géant que l'on croit invincible. Et lui, fidèle à son orgueil, joue jusqu'au bout. Les nuits, en revanche, sont plus sombres, l'insomnie s'invite, la douleur thoracique s'installe. Dans sa chambre d'hôtel, Montand s'assoit souvent devant la fenêtre, un café tiède à la main, et regarde la ville s'endormir. Sur la table, une photographie de Simone Signoret. Il la contemple longuement avant de murmurer presque pour lui-même « Si tu étais encore là, tu comprendrais ». Ce sont ces conversations silencieuses avec l'absente qui accompagnent désormais ses soirées. Entre deux respirations, il sent que son corps lui échappe. Mais il continue, par devoir, par amour du métier, par fidélité à ce public qui l'a fait roi. Le 8 novembre 1991, après une journée de tournage éprouvante, il regagne sa loge. La lumière est douce, tamisée, presque crépusculaire. Il s'assoit, retire ses chaussures, ferme les yeux un instant. Autour de lui, tout paraît suspendu. Un assistant frappe timidement à la porte. Montand ne répond pas. Il respire lentement, comme s'il savourait ce silence qu'il a tant cherché toute sa vie. Puis, dans un dernier élan de lucidité, il confie à un proche « Je crois que j'ai encore quelque chose à dire, mais je ne sais plus comment ». Quelques minutes plus tard, la douleur revient, violente. Il s'allonge, tente de calmer son cœur récalcitrant. Les secours sont appelés. Le plateau se fige, chacun comprend sans mots. Transporté à l'hôpital de Senlis, Yves Montand s'éteint paisiblement, le visage tourné vers une fenêtre ouverte sur un ciel gris d'automne. La nouvelle tombe dans la nuit. Au matin, la France entière s'arrête. Les radios changent leur programme, les journaux publient de son visage en une. Devant sa maison parisienne, les anonymes déposent des fleurs, des lettres, parfois de vieux vinyles usés. Le pays pleure une voix, un regard, une présence. Montand, c'était un peu de nous tous, écrit un chroniqueur. On diffuse les feuilles mortes à la radio, et partout, les souvenirs affluent. Mais derrière cette émotion collective, une révélation intime attend encore le public. Quelques jours après sa mort, un proche dévoile ce que Montand n'avait jamais osé dire. Un secret personnel, enfoui pendant des décennies. Un lien caché, un pan de sa vie qu'il avait choisi de taire par pudeur autant que par peur d'abîmer l'image qu'il avait bâtie.
Ce secret, une fois révélé, ne ternit pas sa légende. Il l'humanise. Il montre qu'au-delà du symbole, il y avait un homme complexe, partagé entre amour, fidélité et remords. Ce mystère, que les biographes commenteront encore longtemps, donne à sa disparition une dimension nouvelle. Montand, l'homme des foules, était aussi celui des silences. Un être fait de contradictions, de grandeur et de fragilité, de certitudes et de blessures jamais refermées. Son héritage, immense, dépasse les chiffres d'une carrière. 50 ans de cinéma, de chansons, de combats, des rôles inoubliables, des titres qui résonnent encore dans les cafés et les ruelles de Marseille. Ces archives, soigneusement conservées, seront plus tard confiées à des institutions pour préserver la mémoire d'un homme qui avait su allier art et engagement. Son patrimoine matériel, lui, revient à son fils Valentin et à la femme qui partageait sa vie à la fin. Mais son véritable héritage n'est pas tangible. Il réside dans cette voix singulière qui portait à la fois l'exil et la tendresse, la force et la blessure. Dans cette manière unique de se tenir sur scène, de faire comprendre au public qu'un artiste, même au sommet, reste un être humain. Aujourd'hui encore, lorsqu'on entend les premières notes d'une de ses chansons, il suffit de fermer les yeux pour que Montand réapparaisse. Un homme élégant, un poète populaire, un survivant de ses propres ombres. Sa légende n'est pas seulement celle d'un artiste accompli, mais celle d'un homme qui, jusqu'à son dernier souffle, a refusé de renoncer à la vie. Et peut-être est-ce là, justement, le plus grand secret qu'il nous a laissé. La certitude que même lorsque la lumière s'éteint, l'émotion, elle, la mort d'Yves Montand n'a pas seulement mis fin à la vie d'un artiste, elle a clos une époque. Celle d'un cinéma élégant et populaire, celle d'une chanson française qui parlait au cœur plus qu'à l'oreille, celle d'hommes et de femmes pour qui la sincérité valait plus que le paraître. Dans les jours qui ont suivi sa disparition, la France entière a semblé retenue entre chagrin et reconnaissance. Les radios ont diffusé les feuilles mortes comme un adieu collectif. Les plateaux de télévision ont rediffusé ses films et les journaux, du Monde à France Soir, ont salué la dernière grande voix d'une génération qui croyait encore au travail, à la fidélité et à la passion. Mais au-delà de la légende, il reste l'homme, celui qui avait connu la pauvreté, l'exil, les humiliations et qui, par la seule force du talent et de la volonté, avait conquis la scène mondiale. Celui qui, derrière les sourires et les succès, portait en silence un poids invisible, celui des regrets, des absences, des choix impossibles. Car Montand, jusqu'à la fin, aura cherché la réconciliation entre ces deux visages, l'enfant fragile qu'il avait été et l'icône qu'il était devenu. Et peut-être que, dans cette tension, résidait toute sa vérité. Aujourd'hui, des générations qui ne l'ont jamais vu sur scène découvrent encore ses chansons sur les plateformes, ses films dans les cinémathèques, sa voix dans les vieux micro-sillons transmis comme des reliques. Sa présence demeure discrète mais indélébile. On dit souvent qu'un artiste ne meurt jamais vraiment. Dans le cas d'Yves Montand, cette phrase prend tout son sens. Il aura vécu debout, fier, fidèle à lui-même jusqu'à son dernier souffle. Et s'il nous a légué une leçon, c'est celle-ci. La grandeur n'efface pas la fragilité, elle la révèle.